RMC, l'Euro arrive en France. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Les grandes gueules qui sont aujourd'hui la commerçante Claire Aupetit, Étienne Libig, l'éducateur, Gilles William Golnadel, l'avocat, et les grandes gueules en direct du pub Saint-Aubin de Bordeaux. Place de la Victoire depuis 10h ce matin. Et ils sont tellement chauds les Bordelais que c'est eux qui feront le GG et vous tout à l'heure à 12h40. Ouais, ce sera pour Claire, pour Gilles William, pour Étienne. Vous vous ferez prendre de voler par quelques personnes du public, mes chers amis. Et en attendant, lui aussi il affiche complet, c'est Jérémy Ferrari, c'est l'heure du grand oral. Bonjour. RMC, le grand oral des grandes gueules. Complet hier au soir au Théâtre Féminin, complet ce soir toujours au Théâtre Féminin, en attendant le reste de la tournée partout en France et l'Olympia très bientôt. Jérémy Ferrari. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour. Alors on reçoit l'humoriste corrosif, l'humoriste qui fait peur, paraît-il. Ah bon, mais peur à qui? Cyril Hanouna. Non, c'est pas que je faisais peur à Cyril Hanouna, c'est que je crois que Cyril, effectivement, ce que je raconte dans une interview, je pense que vous faites référence à l'interview de VSD, j'expliquais qu'effectivement, souvent, on me prenait dans des émissions, et puis en me disant, t'as totale liberté d'expression, puis finalement, quand je commence à aller un petit peu loin, les gens qui veulent faire trop l'unanimité flippent un peu et commencent à me demander de baisser le ton, et quand je baisse le ton, je m'en vais parce que ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on a plus de liberté sur scène, face à son public, que sur un plateau télé? Non, pas forcément. Avec Laurent Ruquier, j'avais totale liberté, mais ça dépend de l'animateur. Un mec comme Laurent, il s'en fiche de faire l'unanimité tant qu'il a l'impression qu'il soutient un artiste de qualité. Après, il y a des animateurs. Laurent et Cyril sont deux animateurs différents. Ils visent pas les mêmes gens, et je crois qu'effectivement, selon les animateurs avec lesquels vous travaillez, vous avez plus ou moins de liberté. Le spectacle, rien que le titre, il est vachement provocateur. Vend 2 pièces à Beyrouth. Ça commence avec le public en prévenant tout le monde qu'il peut y avoir un attentat, qu'ils peuvent se faire rafaler comme ils se sont fait rafaler au Bataclan. Et le spectacle se termine avec un énorme coup de gueule contre les ONG et surtout contre Action contre la faim. On y était avec Étienne, avec Claire hier. Moi, franchement, je ne m'attendais pas du tout à voir ce genre de spectacle, en particulier d'entame de spectacle où on rit sur les attentats du Bataclan, quoi. Ben, c'était le but, en fait. Ce que je voulais faire, c'est vraiment quelque chose d'assez original. Comme le spectacle traitait de la guerre, j'ai pas vraiment modifié énormément de choses après les attentats, parce que j'avais déjà décidé de parler des attentats dans le spectacle. Et quand il y a eu malheureusement cet événement du 13 novembre, je me suis dit comment je vais le traiter, et le truc était tellement horrible, je me suis dit la meilleure manière de traiter le sujet, c'est de l'attaquer frontalement. Et comme maintenant les gens sont un petit peu fouillés à l'entrée, etc., il y a de toute façon maintenant ce qu'on a dans les salles, les gens y pensent, donc je me suis dit le meilleur moyen de désamorcer le truc, c'est d'attaquer immédiatement avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet tabou, parce que je me souviens qu'au moment des attentats, on se posait la question avec les artistes et les humoristes, est-ce qu'on va pouvoir en rire, à quel moment on peut commencer à faire des plaisanteries sur ce genre de drame. Vous vous êtes posé des questions, j'imagine. Ouais, mais ce qui était surtout difficile, c'est que moi j'ai dû écrire pratiquement directement derrière les attentats, puisque je commençais 2-3 mois plus tard. Donc c'est ça qui a été difficile pour moi personnellement. Après, tous les humoristes se posent toujours la question de savoir quel est le moment, etc. Mais je crois que c'est juste je crois que déjà que c'est l'axe qui est important. Là, ce que je fais dans le spectacle, c'est que je vais tellement loin qu'on frôle l'absurde, et je crois que c'est cet absurde-là qui permet aux gens de rire. C'est ce que je reproche parfois aux humoristes. Je dis toujours ne pas faire de gris, parce que quand vous faites du gris, vous approchez de la réalité, et quand vous vous approchez de la réalité, les gens ils n'arrive pas à prendre de recul. Étienne, puisque tu étais avec moi hier au soir. Dans la salle. Moi, je me suis bien marré, puis j'ai retrouvé un peu l'humour des journaux où j'ai bossé, les journaux satiriques, quoi. Donc ça allait bien. Charlie Hebdo, Ciné. Ouais. Moi, je me suis vraiment posé la question. Je pense que t'as vraiment dû souffrir et avoir un véritable traumatisme, comme beaucoup d'entre nous. Je vais pas t'annoncer maintenant que mon père m'a violé quand j'étais petit. Non, par rapport aux attentats. Non, je savais pour l'histoire du viol. Non, je veux dire par rapport aux attentats. Non, c'est ça qu'on a en commun. Alors, c'est mon père qui t'a violé aussi. C'est vrai. Quel salaud. Non, mais en plus dans le village horrible. Mais non, par rapport aux attentats, je veux dire pour démarrer comme ça aussi fort en coup de poing dans la gueule des gens qui sont dans la salle, t'as dû vraiment prendre une énorme claque, quoi, quand ça. Pour être totalement honnête, c'est pas cet attentat qui m'a mis une claque, c'est l'ensemble de ce que j'ai pu étudier sur la géopolitique et l'ensemble de ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que nous, on est extrêmement meurtris parce que ça se passe à côté de chez nous. Moi, le Bataclan, c'est une salle dans laquelle j'ai joué. J'avais des amis qui étaient à la régie, etc. Donc évidemment, on est plus touchés. Mais finalement, on fait encore partie des pays qui sont les moins touchés par les attentats. Et ça, c'est toujours un peu problématique, c'est qu'on le dit pas. Je suis pas meurtri spécialement par ça. Je suis meurtri de manière générale par ce qui se passe, quoi. Oui, par ce qui se passe, parce que tout au long du spectacle, en fait, on part du Bataclan il y a une ligne géopolitique tout au long du spectacle, une espèce de fil conducteur qui nous amène à pourquoi est-ce qu'on est dans ce bordel terroriste aujourd'hui. Et tu repars même
du côté de la construction de l'Empire ottoman, du monde musulman, du conflit israélo-palestinien. Ah, c'est un cours d'histoire aussi, alors. Oui, mais c'est là où je dis, ça peut être assez désarçonnant. En même temps, on n'oublie pas l'humour, parce que ça tape quand même. Parce que là, je crois que j'allais arrêter de vendre des places. Non. Moi, je croyais qu'on allait voir un humoriste, On on n'allait n'oublie pas à la pas Sorbonne. l'humour parce qu'on parle de Daesh, la start-up qui fonctionne plutôt bien. Tu vas dans un centre de formation pour kamikazes avec des djihadistes qui sont des vrais bras cassés. Petit extrait. Mokhtar, attends, Mokhtar, hop, attends. T'avais pas un attentat suicide ce matin? Si, ça s'est bien passé. Ah, tu te souvenais plus ce que tu devais faire. Bon, Mokhtar, c'est pas très compliqué. T'as une ceinture d'explosifs, hein. Donc tu rentres dans la boulangerie, tu cries Allahu Akbar et tu déclenches, hein, tout ça. Oui, crie à l'Elohim si tu veux. Là encore, fallait oser. Mais alors ça, pour le coup, je trouve que les sketchs sont les plus légers finalement du spectacle. Sont souvent ceux-là dont on parle, parce qu'ils sont un peu métaphoriques. Mais je trouve que ça, c'est peut-être le moins choquant et le plus léger du spectacle, parce que là, on est vraiment dans de l'absurde. Donc la situation de départ est réelle, mais c'est vraiment de l'absurde là pour le coup. Vous avez écrit aussi sur les frères Kouachi en disant qu'on a essayé d'écouter les frères Kouachi, de les pister. Les frères Kouachi sont les auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo. Il y a ce sketch, moi c'est celui qui m'a fait le plus rire hier au soir, c'est les frères Kouachi qui débarquent dans la station-service, là où il y a la fameuse photo, et les frères Kouachi débarquent dans la station-service et se retrouvent face aux pompistes qui leur dit: vous avez tellement bien bossé, vous pouvez vous autoriser un jambon beurre s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas de halal. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit qu'on n'avait pas beaucoup parlé de ce type en fait. Quand il s'arrête dans la station-service à acheter des sandwichs, je me suis dit putain, on n'a pas parlé de ce mec, il a quand même dû vivre un instant absolument démentiel, incroyable, terreur du type quand il a vu les deux gars débarquer. Et donc j'avais envie d'imaginer cette situation, et je crois que c'est pour ça que ce sketch fonctionne aussi bien, c'est que j'ai pris juste la situation de manière totalement frontale. J'ai mis un mec dans une station-service qui regarde BFM et qui tout à coup voit les gars rentrer et ne sait absolument pas comment réagir, et qui va essayer de s'en sortir en racontant qu'il est musulman mais pas du tout, et qui s'enlise. Et qui en même temps essaie d'appeler la police pour leur dire de se bouger un peu, quoi. Ouais, et une police qui, bon évidemment là j'ai caricaturé etc, mais une police qui s'en branle, qui dit on va arriver fin d'après-midi, on a d'autres trucs à faire etc. Donc oui, ça m'amusait d'aller sur cette situation. Moi, ce que j'aime bien avec vous, c'est que il y a eu la mode là du stand-up où les humoristes montaient sur scène pour raconter leur vie. Or, souvent, ils ont 25 ans, donc ils n'ont pas non plus une énorme existence à raconter. Donc, on est sur des histoires de petites copines, de portables qui marchent pas. Bon, et souvent, ça va pas très loin. Vous prenez des sujets frontalement et vous sortez un peu de cette mode qu'il y a eu. Alors, je sais pas si elle est terminée, mais du stand-up. Non, malheureusement, elle est pas terminée. mais parce qu'effectivement, je trouve que, en fait, je pense qu'il y a un phénomène depuis quelque temps, c'est que les gens veulent plus devenir des artistes, ils veulent devenir connus en fait. Et le one man show paraît bizarrement extrêmement accessible. Donc, comme on monte sur scène pour de mauvaises raisons, on parle de soi parce qu'on n'a pas forcément autre chose à raconter. Je veux dire, c'est que moi, je trouve que c'est déjà tellement prétentieux de demander à des gens de payer 35 ou 40 euros pour venir nous écouter pendant 2 heures. Si c'est en plus pour parler de soi, je trouve ça encore plus égocentrique. En fait, vous pensez qu'il y a, on a trop laissé les théâtres ouverts et chacun pense pouvoir pendant 1h30, 2 heures tenir une salle en racontant. Maintenant, on voit des animateurs, Michel Drucker, des animateurs télé qui font aussi de l'humoriste, enfin qui font du one-man show. Qui a pas 25 ans, lui, pour le coup. Non, du coup, il y a plus de choses à raconter, là. Mais oui, le truc, c'est qu'effectivement, après, ce sont deux choses différentes. Je pense qu'il y a des animateurs télé qui sont dans le fantasme du one-man show, pour essayer, je sais pas, il y a plein de raisons différentes, un challenge, je sais pas, une reconnaissance autre, etc. Et après, il y a effectivement les plus jeunes. Je crois pas que les théâtres sont plus ouverts qu'avant. C'est qu'en fait, les directeurs de théâtre sont devenus des loueurs de salles. C'est-à-dire qu'avant, vous alliez dans un théâtre, on programmait un spectacle et on laissait ce spectacle une fois par jour, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les mecs louent leur théâtre. Donc ils se sont dit, mais attends, si on peut louer à 20h, on peut louer à 18, on peut louer à 22, etc. Donc ce qui fait que maintenant tu vas dans des théâtres où tu as 15, 20, 30, 35 spectacles. Donc c'est débordé de spectacles. Donc évidemment ça laisse la porte ouverte à n'importe qui. Les gens sont de plus en plus déçus en sortant, donc ils sortent de moins en moins. Et c'est pour ça que le système économique du théâtre va très mal. Et comment on se fait remarquer justement? Comment on sort du lot? Y a pas de règle. S'il y en avait une, j'aurais réussi avant 26 ans. Donc non, y a pas de règle. Je crois que surtout ce qu'il faut vraiment faire gaffe, c'est les conseils en fait, parce que le problème c'est que vous rencontrez des gens qui vous expliquent que si ça ne marche pas, c'est parce que vous avez un problème avec votre style, etc., etc. Le problème c'est que s'ils savaient quel était le style qui fonctionnait, ils seraient pas directeur de théâtre, ils seraient sur scène. Donc il faut faire très attention quand on est artiste à pas se laisser. Et tu te vois parce que tu dis que t'es un artiste et là tu fais de l'humour, tu fais du comique. Mais est-ce que tu te vois par exemple faire du théâtre, ou tu te considères comme quoi uniquement un humoriste, ou tu imagines par exemple, je sais pas, faire du théâtre dans une pièce
Ah oui, j'en ai fait. Ou du cinéma, ouais, du je pense cinéma que je suis. aussi. Ou du Oui, cinéma. le cinéma, c'est en route, et le théâtre, j'en ai déjà fait. Donc ouais, non, je suis aussi comédien. C'est même assez reposant finalement, parce que de pas porter tout seul. Donc le théâtre est assez reposant. Claire Aupetit qui était au théâtre féminin avec moi hier soir avec Oui. Étienne. Alors, je vais commencer par les compliments. C'est rare. Le meilleur pour la fin. Voilà. Là, j'ai vu un véritable artiste hier, avec un travail évident derrière. On sent que vous avez travaillé. C'est pas de l'humour comme ça léger, hein, loin de là, mais qui en plus a une certaine profondeur qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, que moi je n'ai pas apprécié du tout. Quoi, la profondeur? Pas cette profondeur-là, oui, pas cette profondeur-là. Vraiment, non. Hier, j'étais, voilà, c'est pas mon humour. J'étais extrêmement mal à l'aise. Mais par contre, votre travail sur scène, votre présence, tout, vraiment, chapeau, très bien. Je n'irai pas vous revoir sur un spectacle. De toute façon, je vous inviterai pas une deuxième fois. Parce que, oui, je laisserai ma place. Mais je vous ai découvert. Hein, et ça vaut la peine. C'est bien. Là où j'ai apprécié, par contre, c'est qu'enfin, vous parliez effectivement d'autre chose. C'est le premier, je pense, qui parlait des OMG. Là, c'était un petit peu plus... J'ai un peu mieux aimé, si on peut dire, sur le fait. Mais je reconnais votre travail. Et là, vraiment, chapeau. Mais on sent vraiment le vrai professionnel. Il y a du travail derrière, il y a de la profondeur Jérémy, que je n'apprécie pas, mais qui est là. Mais c'est très intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui vous a mis mal à l'aise finalement? J'ai pas réussi à rentrer dedans. Mais c'est le propos ou c'est la forme? En fait, c'est le fond ou la forme? C'est intéressant parce que ça peut être la forme qui vous a dérangé dans le côté. Votre dynamisme, c'est assez dynamisme difficile parce que votre apprécié. dynamisme m'a beaucoup plu. Mais par contre, j'ai pas réussi. Voilà, j'étais pas rire, dedans. trop décalé. J'ai pas réussi à rire, j'ai pas réussi à me décontracter, je n'ai pas réussi à. Voilà, j'ai jamais autant bougé sur mon fauteuil jusqu'à la fin. Et quand on n'est pas bien assis, c'est qu'on n'est pas bien. Ah, mais c'était juste une question de fauteuil. Non. À partir du moment. Appelons le directeur théâtre. Quand le physique va mal, c'est que vous n'avez pas réussi à me décontracter. Voilà. Jérémy. Et ça n'a pas été. Je vous ferai un Jérémy. petit massage la prochaine fois. Jérémy, conscient de pouvoir mettre les gens mal à l'aise comme Bien ça. sûr, mais c'est le but aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi. Mais après le spectacle, on vient vous le dire justement parce que certains se disent tiens, Jérémy Ferry, j'ai aperçu 2-3 sketchs et puis ensuite quand on voit sur la longueur, on vient vous voir après le spectacle en disant quand même là, vous savez, j'ai eu du mal ou autre. C'est assez rare normalement. La plupart des gens qui viennent savent quand même ce qu'ils viennent voir. Donc en l'occurrence, c'est quand même assez rare. Mais oui, ça arrive que les gens soient mal à l'aise. Mais c'est le but aussi. Moi, j'ai pas la prétention de faire l'unanimité. Bah oui. Gilles William. Non, moi je ne vous connais pas, donc je ne peux ni... Parce qu'hier, il était dans des bars à Sorcy, il ne peut pas tout faire. Je peux pas avoir du plaisir à dire du mal, parce que je ne vous connais pas. Mais je sens à vous entendre qu'il y a de la consistance, il y a de la conviction, et je suis certain du talent. Moi, j'ai un problème général avec l'humour d'aujourd'hui. Alors c'est peut-être mon côté vieux con, que je suis prêt à assumer très bellement. Mais ce que je veux dire, c'est que on vit dans un monde très corrosif. On vit dans un monde méchant. On vit dans un monde où on est obligé, on en parlait tout à l'heure, de se faire fouiller complètement. À l'aéroport, dans un spectacle, partout. Drôle de monde où en plus, on va, et c'est pas une attaque frontale par rapport à vous, hein, c'est de manière générale, on va dire depuis Fernand Reynaud. La mode, d'une certaine manière, est au comique méchant. La mode est au comique vachard. Vous vantez d'incarner où on vous présente favorablement dans le cadre d'un humour corrosif. Je trouve qu'il n'y a pas de pénurie de corrosion dans ce monde. Et moi, ma cam, c'est plutôt... Bourville. C'est plutôt... Non, mais Michel Drucker. déconne pas. C'est plutôt les humoristes gentils. Oui. Fernand. Moi, je suis pas. Non, Moi, mais alors, Jérémy, pardon. Marguerite Non, mais Duras. par exemple, je me marre beaucoup avec Laurent Gérard. Il cherche pas à être méchant, le mec. Ah, ça, c'est Il sûr. peut l'être quand même. Ah bah, il peut l'être. je Il pense peut que Mais c'est attends, long. je suis pas en train de vous dire que je rêve des bisounours. Mais il y a une Je suis en différence train de quand vous même dire entre que ma Gérard et cam, Ferrari. Par rapport à mon mécontentement général en tant que mécontemporain, c'est de ne pas forcément aller par plaisir ou par une sorte d'improbable bonheur masochiste
vers vers quelque chose de corrosif. Alors, voilà. l'humour corrosif. Je suis pas d'accord sur deux choses. Enfin, en fait, surtout, je suis pas d'accord déjà sur le fait qu'on ne soit pas en pénurie d'humour méchant. Moi, c'est justement ce que je reproche, c'est que je pense qu'en fait, ça fait longtemps qu'on nous dit c'est de l'humour méchant, mais en fait, il y a aucun humour méchant. C'est ce que je reproche notamment aux humoristes parfois de France Inter, d'avoir des politiques en face d'eux et de les vanner sur le mec qui est mal coiffé ou sa veste, donc tout le monde se branle. Je trouve que justement, ça manque de couilles et que l'humour méchant n'est pas vraiment méchant. Et après, contrairement, merci beaucoup, mais faites-le en groupe. Et après, la seconde chose, c'est que je ne suis doublement pas d'accord. C'est justement parce qu'on est dans un monde corrosif, difficile, méchant et agressif, qu'il faut des humoristes qui balancent, mais qui balancent à la hauteur de la violence de ce monde, parce qu'il faut que le rire soit aussi exutoire. Et je pense que un humoriste, au départ, l'humoriste, c'est le bouffon du roi, c'est le seul qui a le droit de dire au roi, t'es un connard, etc. Et je pense que les humoristes ne pratiquent plus ce rôle-là. Et c'est justement dans un monde qui va mal, où tout le monde est dans la rue, qu'il faut qu'il y ait des humoristes encore plus comme ça. Grand oral de Jérémy Ferrari dans les GG, dans les grandes gueules, en direct du pub Saint-Aubin. Il est ce soir encore à Bordeaux au Théâtre Féminin. C'est complet, faut le dire. Je vais revenir. Il reviendra, puis il est en tournée dans toute la France. Il revient quand? Le 22 mars 2017 à la patinoire Mériadec de Bordeaux. Sinon, on a le temps de prendre des places. Sinon, vous pouvez filer du côté de La Rochelle demain soir aussi. Non, c'est complet aussi, La Rochelle. Mais il reste des places pour Mâcon et Annecy, sont des dates qu'on a rajoutées au mois de juin. Jérémy Ferrari reste avec nous. Je voudrais qu'on parle à Bordeaux en direct du pub Saint-Aubin pour Grand Oral. On parlera dans un instant aussi des réseaux sociaux. J'ai regardé les commentaires sur vous. Ça va nous ramener au spectacle d'hier soir. À tout de suite. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, les grandes gueules, l'Euro arrive en France. L'Euro arrive en France et les grandes gueules sont arrivées au pub Saint-Aubin, ici, place de la Victoire, en direct de Bordeaux avec Claire Petit, Gilles William Golnadel et Etienne Yévic. Et le grand oral de Jérémy Ferrari, actuellement en tournée avec son spectacle Vente de pièces à Beyrouth et qui ce soir encore est au Théâtre Féminin, mais c'est complet, tant pis pour vous, tant mieux pour lui. Jérémy Ferrari, vous avez des propos assez précis, je trouve, sur l'actualité, sur votre démarche, sur la façon de travailler. Et en même temps, je vous ai entendu dire des choses sur les politiques qui finalement pouvaient être un peu convenues quand vous dites les politiques, bon, ils sont pathétiques, ils sont en décalage, ils sont ridicules. Alors c'est effectivement un peu dans l'air ambiant, hein, il n'y a pas beaucoup, en ce moment les politiques sont pas très appréciés, mais bon, est-ce que c'est pas facile finalement aujourd'hui? On m'accuse parfois de démagogie, ce que je trouve finalement très démago. Ce que je veux dire, c'est que en fait, pour moi, la démagogie est une erreur. Je pense que c'est un mot qu'on emploie un petit peu trop souvent. Ce que je veux dire, c'est que au départ, vous avez une réflexion, vous dites tiens, ce mec est quand même un connard. Alors ça, c'est une idée un peu démago parce que vous n'avez pas étudié le sujet. Et puis alors, vous étudiez, vous regardez, vous écoutez, vous renseignez, vous changez un petit peu de point de vue, puis à un moment donné, vous revenez à l'idée de départ. Et parfois, le plus efficace, c'est de redire à ce mec que c'est un connard. Ce que je veux dire, c'est que les politiques à l'heure actuelle enfument tout le monde. Un politique, vous allez lui demander quel est votre jour de la semaine que vous préférez, le jeudi ou le vendredi. Vous dire écoutez Jérémy, il y a 7 jours dans la semaine. Il y a le lundi. Non, mais c'est pas ce que je vous demande. Est-ce que c'est le jeudi ou le vendredi? Et quand il vous répond pas, à la fin vous dites vous êtes un menteur, vous êtes en train de nous enfumer. Et je pense que justement le mot démago est très dangereux parce que ça permet aux politiques d'aller perpétuellement dans les détails, de ne jamais répondre aux questions de manière frontale. C'est ce qui s'est passé quand j'étais avec Val sur le plateau de Ruquier. C'est que là on aurait pu aussi me dire que c'était un peu démago de lui dire que ça servait à rien d'être là pour nous parler de son bouquin. Sauf que du coup, ça nous a permis d'avoir des propos qu'il a dit sur le Gabon et de voir que finalement, j'avais pas dit de conneries parce que son bouquin, il en a vendu 400. Oui, mais c'est le côté de dire les politiques, c'est-à-dire qu'ils sont tous à jeter, ils sont tous pareils. Il y en a pas un qui trouve grâce à vos yeux? Très sincèrement, moi, ce que je recherche chez un homme politique ou une femme politique d'ailleurs, c'est de l'humanité. C'est juste quelqu'un qui ne recherche pas absolument le pouvoir. Par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer Taubira, avec qui je ne suis pas toujours d'accord, mais quand cette femme parle, je trouve qu'il y a de l'humanité. D'ailleurs, c'est pour ça certainement qu'elle s'est fait virer du gouvernement. Et les autres, personnellement, non. Je trouve, moi, de mon regard, je trouve que... Mais de toute façon, en fait, c'est même pas une question de démagogie. Soyons très clairs. Quand Hollande fout une légion d'honneur au prince d'Arabie Saoudite, qu'on sait qu'il décapite 200 à 250 personnes par an, des homosexuels et des opposants au régime, c'est un scandale. Donc ça, c'est pas de la démagogie de dire qu'à un moment donné, le mec est à l'ouest quand il fait ça. Et qui se fout du peuple. Le 49.3 est un scandale. Tout le monde est dans la rue. La France n'a jamais été aussi mal. Les gens n'ont jamais été aussi en colère. Donc ça, c'est pas de la démagogie que de dire ça. Et si la démagogie, finalement, c'est de dire aidons les gens, arrêtons de nous faire enfumer et sauvons les dauphins, je suis très content d'être démago. Et alors justement, dans votre spectacle, il y a 3 têtes de Turcs qui sont nommées: Bernard-Henri Lévy, Nicolas Sarkozy et Benyamin Netanyahou. Là, vous avez fait... Non, il y a le prince saoudien aussi. Il y a le prince saoudien, mais là, vous avez
Moi-même, j'ai été surpris que vous reveniez sur ces années 2007. Alors en fait, on comprend que c'est pour expliquer le bordel terroriste du moment. Alors vous les prenez vraiment billes en tête là, les trois. Je les prends frontalement parce que déjà je les trouve drôles. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement parfois les mecs sont tellement absurdes que ça en devient drôle. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je leur reproche la même chose qu'aux autres, c'est-à-dire je leur reproche de prendre des décisions uniquement pour eux, je leur reproche de prendre des décisions uniquement par stratégie politique, par souci financier, etc. Je leur reproche de foutre un bordel monstrueux et de faire comme si c'était pas de leur faute, et après de regarder les conséquences en accusant limite les autres. C'est ce qu'ils ont, c'est la ce qu'ils Libye font perpétuellement, notamment la Libye. C'est notamment ça. J'en parle sur scène en disant que évidemment, qu'est-ce que Nicolas Sarkozy en a à branler des Libyens? Il faut quand même arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc il voulait arrêter un massacre, mais ça vous le croyez pas? Non, je crois absolument pas. Non, je crois pas. Parce qu'en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois qu'un politique intervient quelque part, c'est ce que j'ai dit à Valls quand il me dit on est au Mali, on n'a aucun intérêt économique, arrête de nous raconter des conneries, c'est pour protéger le pays derrière où t'as Areva. Donc ça peut être deux raisons d'ailleurs qui s'opposent pas forcément, nos intérêts et puis les intérêts de ceux qu'on va aider. Mais évidemment, ça peut être deux raisons qui ne s'opposent pas à partir du moment où vous me trouvez des exemples d'actes totalement désintéressés pour aller aider des populations. Bah ça c'est l'humanitaire. Bah l'humanitaire n'est pas désintéressé. L'humanitaire va dans des zones où on les autorise à aller. Ah oui. Et d'ailleurs, si vous lisez, vous pouvez même lire par exemple, il y a un très beau bouquin de Sylvie Brunel, qui est l'ancienne directrice d'Action contre la faim. Pour lire son bouquin Frontières, où elle vous explique notamment. Alors après, c'est l'ancienne directrice d'Action contre la faim, ça n'engage qu'elle. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on peut la croire. Elle était venue ici même. Quand vous allez dans un pays, j'ai pas l'exemple de nom de pays ou quoi que ce soit. Hein, je donne un exemple général. Quand vous êtes dans un pays où le gouvernement est soutenu par la France et de l'autre côté, il y a soi-disant des rebelles sanguinaires, etc. L'ONG n'a le droit d'aller que dans la partie du gouvernement qui est soutenue par la France et pas de l'autre côté. Donc je ne crois pas que les humanitaires soient totalement neutres. Je crois que l'organisation non gouvernementale est une énorme hypocrisie parce que la plupart de leurs finances viennent des gouvernements. Alors je suis justement allé sur les réseaux sociaux regarder un peu ce que l'on disait de vous et certains vous disent Jérémy Ferrari, il a choisi son camp. C'est un pro-palestinien, c'est un anti-israélien. Il est pro-palestinien, il est anti-israélien, anti-sioniste et donc anti-juif, antisémite. Il inverse aussi, on doit dire, parce que... Jérémy Ferrari. Mais ça doit être un tweet de Netanyahou. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai pas de camp. Moi je suis du côté de la vérité. On sait tous très bien ce que fait Netanyahou. On sait tous qu'il applique une politique d'extrême droite dans son pays. Et donc je n'ai rien contre Israël. J'ai un problème avec la politique israélienne. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis contre Bachar el-Assad, on va pas me dire que je suis contre les musulmans. C'est ça qui est un peu problématique. C'est que pourquoi on fait un lien entre être contre Netanyahou, qui est un politique d'extrême droite, et l'antisémitisme. C'est bien ce que je dénonce. Pourquoi est-ce qu'on fait ce lien? Quand je dénonce Bachar el-Assad, on me dit pas t'as un problème avec les musulmans. J'ai un problème avec les extrémistes. T'as un problème avec les musulmans. J'ai un problème avec les musulmans. Ouais. T'as un problème avec les extrémistes. Ça tu peux l'entendre, J. William par exemple. Non, mais enfin, je ne sais pas à qui tu fais allusion lorsque tu dis qu'on dit que Jérémy est antisémite. Je veux dire, tu vas toujours trouver deux ou trois cons qui pensent, et idem lorsqu'il m'arrive de critiquer l'islam, donc on a l'habitude de ça. Sur le fond, on va pas faire un débat aujourd'hui avec Jérémy sur la politique israélienne. Hein. Bon, donc, mais ceci posé, lorsque je vous entends, de manière générale, à l'exception de Madame Taubira, qui confirmerait la règle générale, qui n'a pas été virée du gouvernement par ça, hein. Elle est partie d'elle-même. Hein. Oui. Bon, Ils partent tous de même. C'est un détail. Mais ce que je veux dire, Jérémy, moi je connais des tas de sortes de gens. Les hommes politiques ne sont ni les plus cons, ni les plus salauds, ni ceux qui manquent le moins d'humanité. On est que des hommes. Hein. Moi, je pense, peu importe que tu sois ou pas démagogique, moi, je pense que la critique du système me paraît plus pertinente et plus convenue que la critique sempiternelle des hommes politiques. C'est un système qui est au bout. Mais qui dirige le système à part les hommes politiques? Mais parce que tu penses que les gens des médias, ils dirigent pas le système. Ah mais on m'a pas posé la question sur les médias, sinon j'en parle aussi. Le négativisme qui oblige justement les hommes politiques à ne pas être eux-mêmes. La dictature sondagière qui oblige les hommes politiques aussi à ne pas choisir entre lundi et le mardi. Et même le caractère un peu sadomaso de l'électeur moyen, qui est content finalement de faire semblant de croire à la came que va Hollande pour avoir le plaisir de dire qu'il a été cocu par Hollande 6 mois plus tard, c'est un système de cons, pardon de le dire. Donc faire uniquement la critique
des hommes politiques, ça me paraît effectivement relativement facile et relativement convaincant. Mais moi Voilà ce que j'adore, je dis. moi j'adorerais dire le positif, mais Voilà. si vous pouvez me citer des exemples de trucs positifs, moi je vous écoute et je le répéterai avec plaisir. Mais dans l'action des hommes publics, L'action locale. mais pas seulement l'action locale, même Sarkozy, tu peux penser ce que tu veux de Sarkozy, mais Sarkozy, pendant la crise financière, ça n'a pas été le plus mauvais non plus, dans un système qui allait complètement à volo. Donc je pense qu'il faut être dans ce monde-là un peu modeste. Ouais. Oui, mais je nous souhaite il a pas à être l'humilité. modeste, Jérémy Ferrari. Non, moi déjà, et puis moi c'est mon rôle. Voilà. Moi mon rôle c'est Oui, d'aller, oui, c'est non, mais d'aller bien sûr. prendre là où ça fait mal. bien Mais après, sûr, non, mais, après de toute façon, enfin moi si vous voulez, je suis peut-être un peu trop sensible, mais de toute façon à partir du moment, je suis désolé de revenir là-dessus, mais parce qu'en fait ce sont des choses sur lesquelles on passe régulièrement. Quand Valls se promène dans les rues et qui dit mettez-moi des blancs, mettez-moi plus de blancs, etc. Comment est-ce qu'on peut oublier ce genre de truc? Comment est-ce qu'on peut passer aussi vite sur ce truc du prince saoudien? Comment est-ce que des actes aussi inhumains, comment est-ce qu'on peut passer aussi vite dessus? Donc à partir du moment où il y a même un truc comme ça, à partir du moment où au nom des Français, ce mec va remettre une légion d'honneur à des mecs qui décapitent 250 personnes par an, de toute façon, ce mec est un enfoiré. Donc je me fous complètement de ce qu'il fait à côté et à droite. Il n'a pas à faire ça au nom des Français. C'est pour vendre des éoliennes qui viennent de chez Dassault. Non mais ce sont des gens qui sont nos employés. Donc il faut qu'ils restent à leur place. Ce que je veux dire, c'est que on ne prend pas une décision comme celle-ci. C'est totalement scandaleux. Donc de toute façon, le truc est clair. Les gens sont dans la rue. Il n'y a jamais eu autant de chômage. Économiquement, c'est le bordel. On sait très bien. Ça va mieux. Oui, ça va mieux. Ça va mieux pour une minorité de gens qui sont encore une fois les élites et les copains des politiques. On le sait. Et ça, on va encore me dire que c'est Mais des on magos. aurait pu vous Sauf voir que- Nuit debout, prendre par exemple la parole un soir place de la République et dire ce que vous pensiez. Non, parce que la foule m'angoisse quand on est. Non, mais je dis la vérité quand La je suis au foule qui milieu de a la pas foule. payé, tu veux dire. La foule. Mais c'est ce que disait Pierre Desproges. Tu sais, il disait ça. Pierre Desproges disait ça. Il disait je suis agoraphobe. Et il dit oui, mais vous êtes en public. Oui, mais je suis debout. Ils sont assis. Mais effectivement, j'ai du mal à être au milieu de plein de monde. Et puis il vaut mieux venir à ce micro. On est assis. J'ai de l'espace. J'ai une bouteille d'eau. Et on touche plus de monde. Donc Mais vous c'est trouvez cool. ça pas ridicule, Nuit debout? Non, je trouve pas ça ridicule. C'est justement encore une fois. Mais pareil, on en parle. Moi, je sais pas. On regarde la presse. J'ai l'impression qu'on en parle absolument pas de ce qui se passe là. On met vachement le projecteur sur les casseurs. Effectivement, il faut le mettre en avant. Mais on nous parle quand même pas du fait qu'à Place de la République, il y a quand même perpétuellement pratiquement 1000 personnes sur cette place et qu'il y en a partout en France. J'ai l'impression qu'on étouffe un peu le truc, alors que c'est pas rien. Les gens sont vraiment dans la rue. On va se quitter, Jérémy Ferrari, avec le GG Tweet, des noms de personnalités qui sont dans l'actualité, voir comment ça vous fait réagir de manière spontanée, rapide, façon Twitter. Si je vous dis Emmanuel Macron. C'est pareil. Je suis désolé. Faut que je dise un truc bien pour faire plaisir à monsieur. Il est joli, il est beau. Non, mais comme tous les politiques, en approchant des élections, il commence à retourner un petit peu sa veste, il s'engueule avec les autres. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Par exemple, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est cette loi qu'il faut passer du travail, qui est une loi limite d'extrême droite, et que maintenant la droite s'insurge contre cette loi. Bientôt, ils vont prendre Arlette Laguillet en porte-parole, la droite, juste pour contredire la gauche. Ça me fait énormément rire. Si je vous dis Jean-Luc Mélenchon. Je trouve que c'est un bon orateur. Voilà, c'est tout. En fait, il m'inspire pas à grand chose. C'est un mec qui gueule, mais il ferait une bonne grande gueule. Jamel Debbouze. Il est sympa. Je trouve qu'il fait pas mal de bonnes choses et qu'il devrait revenir sur scène. Et je trouve qu'il devrait pas faire l'erreur de Gad Elmaleh, parce que je sais qu'il va revenir bientôt sur scène. Et je pense que ça, on doit rester proche des gens. Par exemple, je pense que l'erreur de Gad Elmaleh, c'est après avoir été avec la princesse de Monaco. Être multimillionnaire et faire une pub pour la banque, je pense qu'il aurait dû revenir sur scène en disant putain, vous vous souvenez, j'étais ça à l'époque et maintenant je dis qu'une princesse c'est chouette, hein, là, là, et nous raconter justement comment ce mec qui vient de rien maintenant se retrouve à une table royale. Je trouve que ça aurait été plus intéressant que nous faire croire qu'il allait encore essayer quand tu vas dans une station-service de faire un chiffre rond parce que ça l'amuse, alors qu'il a certainement un chauffeur qui met son essence depuis 10 ans. Robert Ménard. Bah, fait partie des gens à qui on devrait. Mais vous irez jouer à Béziers? Non. J'irai pas jouer à Béziers. Ben justement, c'est une bonne question. En fait, j'allais dire ça. J'irai pas jouer à Béziers. Et Robert Ménard fait partie de ces demi-cons. J'aime bien appeler ça des demi-cons. C'est-à-dire, c'est les gens qui malheureusement savent à peu près s'exprimer correctement, donc arrivent à générer autour d'eux une petite assemblée de gens un peu plus cons qu'eux et qui malheureusement soutiennent des thèses à bannir. Donald Trump. Un demi-con supérieur national, international, c'est la même. Voilà, Donald Trump, c'est exactement la même. Je crois que ces gens sont un peu trop stupides pour être dangereux, mais malheureusement, ça soulève en tout cas des sensations chez les gens qui sont pas très bonnes. Et pour terminer, pour le plaisir, Alain Juppé. Alain Juppé. Alors on revient à parler de ce mec et j'ai pas écouté récemment ces nouveaux trucs, mais à partir du moment où de toute façon on nous propose autre chose que ce qu'on nous propose en ce moment, ça vaut le coup au moins de tendre l'oreille. Merci Jérémy Ferrari. Vente 2 pièces à Beyrouth.
Regardez sur son site internet et vous aurez toutes les dates de la tournée pour aller applaudir Jérémy qui est donc en spectacle ce soir au Théâtre Féminin, effectivement. Nous on revient dans un instant pour GGU spécial Pub Saint-Aubin ici à Bordeaux. RMC, les grandes gueules, l'euro arrive en France. Les GG, les grandes gueules depuis 10h ce matin au Pub Saint-Aubin. Place de la Victoire. À Bordeaux, Gilles William Golnadel, Claire Petit, Étienne Liebig, c'est l'heure du GG et vous. Allô? Allô, oui? Non, rien. Allez, hop, ça c'est fait. Tu nous dis que tu regrettes, autrement je vais te le faire regretter. Et c'est le Pub Saint-Aubin qui va avoir la parole, c'est pour ce GG et vous, Paul, qui est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour. Étudiant en droit, 20 ans. C'est la même. Et vous voulez interpeller Claire Petit. Attends, j'interromps. Tu sais que c'est un nouvel auditeur, c'est la première fois qu'il écoute les grandes gueules. Ouais, cool. Et donc vous allez continuer d'écouter les GG. Conquis, ça lui vaut un t-shirt des grandes gueules. Interpeller Claire Petit à propos de Juppé. Voilà, sur la candidature de Monsieur Juppé, dont vous n'avez à mon sens abordé Paul Juppé qui prend la parole. qu'un seul aspect. Je m'explique. Vous avez abordé le Alain Juppé de 95, les réformes difficiles, les manifestations dans la rue, dont certains commentateurs ont pu avancer qu'elles étaient les pires manifestations depuis mai 68. Et puis, vous avez questionné sa capacité à aller de l'avant, à proposer des choses nouvelles. Très bien, j'entends. Le problème, c'est que la politique, et je pense que beaucoup de gens le savent ou sans doute, est quelque chose d'extrêmement compliqué aujourd'hui. Et le président de la République, si M. Juppé venait à être élu président de la République, même s'il est président de la République, ne peut pas tout faire, et en tout cas pas de miracle. Donc pour moi, la question politique doit être écartée. Ou en tout cas, c'est pas la seule question et le seul aspect pour lequel on vote pour un candidat. Il y en a un autre, et il est présenté dans l'article 5 de la Constitution. Vous avez évoqué avec brio et en tout cas de concert la Constitution tout à l'heure. Cet article 5 présente les missions du président de la République, et dans ces missions, il y a la mission d'arbitre. Et pour paraphraser maladroitement le général de Gaulle, je dirais quelqu'un qui est au-dessus des partis. Et je pense que pour beaucoup de Français, une question qui est importante, ou en tout cas une caractéristique qui est importante pour le futur candidat, c'est quelqu'un qui soit capable de rassembler, quel que soit le fond, quelles que soient les idées. Et je pense que face à une politique politicienne, si vous prenez l'exemple de M. Sarkozy, quelqu'un qui s'est construit par le parti, d'abord le RPR, déjà politique, Paul. Vas-y, fais court. Hein. On dirait un discours de Juppé, c'est trop long. Alors, on raccourcit. Vas-y. On raccourcit, Paul, vas-y. Ou cette nouvelle politique managériale incarnée par messieurs Macron ou Valls, je pense que, et c'est mon point de vue, et c'est celui que je voulais partager avec vous aujourd'hui, monsieur Juppé a la stature de l'homme d'État, quelles que soient ses idées et quel que soit ce qu'on peut penser de lui sur le fond. Alors je sens dans votre discours qu'effectivement, vous êtes encore étudiant, vous êtes encore dans votre petit monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est parfait. Vous avez besoin d'un grand-père protecteur et vous l'avez trouvé. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Et c'est bien d'avoir besoin d'un grand-père. Je suis moi-même grand-mère, voilà. Mais j'ai vraiment envie, moi, de mettre en avant plutôt la jeunesse, justement, parce que j'ai déjà un certain âge. Je suis grand-mère moi-même. Et il y a un moment, quand même, quand ça fait 50 ans que tu fais de la politique, tu laisses la place à quelqu'un d'autre, des idées nouvelles. Je ne crois absolument pas. Monsieur Juppé est un produit pur, mais alors vraiment pur de la politique. Il n'a fait que ça dans sa vie. Et vous ne croyez pas d'un seul coup qu'il va être au-dessus des partis, lui qui n'a jamais été que d'un seul parti, qui a toujours été la droite, et toujours le même, avec des noms différents, mais il n'a jamais été ailleurs, et il restera toujours un homme de droite, il ne sera jamais un homme de gauche. Et voilà, et j'ai envie vraiment de bousculer, j'ai pas envie d'avoir le papier en face de moi, j'ai pas envie. Voilà, question de Paul, merci réponse Paul. De Claire. Merci Paul. Deuxième GG et vous, avec Anne Fromagère, ancienne avocate spécialisée. Bonjour Anne. Bonjour. Avec Étienne sur votre droite, vous voulez l'interpeller dans ce GG, vous, Anne? Alors, tout à fait. Je suis très contente d'enfin pouvoir lui parler, parce que le nombre de fois où je m'énerve en écoutant un podcast, son point de vue. Donc, en fait, je vais plus apporter un témoignage, en fait, sur les manifs El Khomri, et le fond du texte, parce qu'au final, donc, en effet, il y a encore 9 mois, j'étais avocat en droit du travail, je défendais les méchants patrons. Voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans, et honnêtement, j'étais dégoûtée de ce que je voyais, de ce que je faisais au quotidien. J'ai défendu des gros patrons, j'ai défendu des petits patrons, et honnêtement, le droit du travail n'est pas adapté. Je suis convaincue que ça bloque les embauches, et à tel point que voilà, j'en avais marre de ce que je voyais dans les dossiers. Je me sentais complètement impuissante dans mon quotidien.
Et à tel point que j'ai tourné la page et maintenant je suis très contente. Voilà, je suis redevenue salariée. Je vends du fromage, je suis très heureuse et je souffre pas d'être salariée. Bien au contraire, j'estime que c'est une chance. Je me sens protégée justement parce que on peut pas me licencier du jour au lendemain, loin de là. Et voilà, donc je suis très contente de mon nouveau statut et donc c'est pour ça que cette loi El Khomri, dans sa première mouture, moi je trouvais ça bien, même si j'aurais aimé même que ça aille plus loin. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre les manifs là parce que pour moi il y a rien. Il n'y a rien dedans. Enfin, il n'y a rien dans la loi El Khomri. Étienne. Moi, je pense que j'ai toujours dit depuis le début que, en fait, les manifs qu'il y avait et surtout les nuits debout qui en ont découlé, allaient bien au-delà de la loi El Khomri. Je pense qu'en fait, la loi El Khomri, ça a juste été un déclencheur symbolique d'une espèce d'angoisse de la jeunesse face à une nouvelle société qui leur est proposée, dans laquelle ils ont l'impression qu'ils vont pas avoir leur place. Et je pense que ça stigmatisait un petit peu toute cette angoisse. Par rapport à ce que tu dis là, moi aussi je suis salarié et je suis content d'être salarié. Il y a des gens qui sont très contents d'être patrons et d'autres qui sont très contents d'être salariés. Il y en a beaucoup qui ne sont plus salariés. Il y a de plus en plus de travailleurs, etc. Non salariés. Et moi, ce que je pense, c'est que il y a un truc sur lequel j'étais pas d'accord avec l'argument qui était souvent avancé par rapport à cette loi, c'est qu'on disait cette loi va permettre de faire des embauches parce que si on a une idée très intelligente, je monte une boîte qui vend du fromage et au bout de 3 mois, ou 5 mois, je me rends compte que c'est pas viable et je peux pas virer la personne et donc je suis obligé de lui filer son salaire. En réalité, aujourd'hui, les patrons embauchent sous forme de CDD renouvelables systématiquement. Donc, et c'est vrai que ça leur coûte un petit peu, mais de l'autre côté, quand même, ils sont quand même dans une certaine sécurité. Je voulais pas juste cet argument, j'ai tellement, vous le dites souvent. Vas-y. Et justement, non, enfin, je suis désolée, il prend le risque de faire plusieurs CDD, il y a aucune flexibilité là-dedans. Il va au prud'homme, on enchaîne les CDD, il se prend plein pot. Oui, enfin, c'est 2 fois 9 mois. 2 fois 9 mois, c'est légal et ça fait 18 mois. Oui, mais c'est pas légal. Le CDD, c'est un contrat d'exception. Oui, mais d'accord, mais enfin 2 fois 9 mois, tout le monde le fait aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui embauche en CDI. Mais n'importe qui va au prud'homme, il se rend plein la tête. L'employeur. Allez, vous allez continuer le dialogue, ma chère Anne et Étienne. Elle est bien, chez Anne. Juste à côté, ouais. Pour terminer avec Damien, il est prof d'histoire géo. Il nous reste 3 minutes, Damien. Zou pour Gilles-William Goldnadel. Oui, monsieur Goldnadel, cher maître, vous qui êtes une fine lame du barreau et qui manie la langue française comme personne autour de cette table, c'est en tant qu'amoureux... Je suis très inquiet. Non, mais je commence par la flatterie parce qu'il paraît que c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas insensible à la caresse. Mais moi non plus, mais on peut se voir après l'émission. Mais... non, c'est... Très honnêtement, c'est vraiment même en tant qu'enseignant, en tant qu'amoureux de la langue française, je m'adresse à vous qui vraiment maniez la langue, c'est votre métier. Les mots ont un sens. Au début de l'émission, vous avez dit que les syndicats n'avaient aucune espèce de représentativité. Si vous partez de ce principe, non seulement ce propos me semble disproportionné, me semble un peu inexact et en plus carrément limite dangereux. Parce que si on part de ce principe, vous êtes carrément contredit. Vous avez parlé de dictature sondagière. Si on estime que les syndicats ne sont pas représentatifs, les syndicats sont le produit des élections professionnelles. Je précise, je suis pas syndiqué, pas encore, peut-être, on verra. En tout cas, je pense que les syndicats, j'ai vécu très longtemps à l'étranger, pendant 8 ans, dont 5 ans aux États-Unis. Les grandes démocraties ont besoin des syndicats. Les syndicats sont des outils essentiels au gouvernement et au dialogue social et aux échanges politico-économiques. C'est absolument fondamental. Et si vous dites ça, ça veut dire que, par exemple, le président de la République, il est plus représentatif. À partir du moment qu'une élection où il y a moins de 50% qui votent, on n'est plus représentatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On gouverne à quoi? À coup de référendum, c'est la voix du plus fort. On a besoin des corps intermédiaires. Alors, moi, personnellement, ça ne fonctionne, ça ne me plaît pas. Mais, cher ami, vous êtes mépris sur mes propos. C'est par éclairez-moi. Oui, non. Camarade avocat. C'est par dépit. Justement, la triste spécificité du syndicalisme français, c'est avoir dévoyé la belle idée du syndicalisme en général. Les syndicats français, et à commencer par la CGT, sont totalement dévorés par l'idéologie ou par le besoin de surenchérir par rapport à leurs concurrents. C'est ainsi. Ils sont encore dans une lutte des classes qui est complètement passée de temps. Ils devraient s'inspirer justement des exemples états-uniens ou allemands où le syndicalisme remplit son rôle nécessaire. Et d'autre part, j'ai pas fait œuvre d'originalité particulière en vous disant que les syndicats français sont très peu représentatifs des salariés. Je crois que la CGT
et arrêtez-moi si je me trompe, représente 1,5% des salariés du privé. Et c'est bien parce Tiens, on vient de chercher là, Gilles William. C'est bien parce qu'ils ne sont pas représentatifs qu'ils compensent ce défaut majeur par un surcroît de violence, d'agressivité et de négativisme. Fonder un syndicat qui soit plus représentatif. Merci Damien, bravo Bordeaux. Vous avez été au top Bordeaux. Bravo les Bordelais. Bravo les Bordelais. Merci au peuple Saint-Aubin. Ouais, merci à l'équipe du peuple Saint-Aubin pour son accueil durant ces 3 heures. Maintenant, rendez-vous vendredi prochain à Lyon, au Grand Café des Négociants. Mais d'ici là, lundi à Paris. N'oubliez pas les grandes gueules tous les jours sur RMC, 10h-13h. Bon week-end. RMC, les grandes gueules s'écoutent aussi en podcast et sur rmc.fr.